Oui, Ombléné, ils sont 3 autour de la table, comme tous les vendredis. Olivier Duhamel pour la politique, François Clémenceau pour l'actualité dans le monde et Emmanuel Dutheil pour l'économie. Olivier Duhamel, on vient de vivre la semaine Macron, l'homme pressé, le premier de la classe, le chouchou du président qui va donc maintenant voler de ses propres ailes. Alors jusqu'où en politique, rien n'est jamais certain, mais rien n'est impossible. Et vous nous dites ce soir que Macron président, ça pourrait arriver. Il y a 3 scénarios. Il pourrait gagner grâce à Sarkozy, il pourrait gagner grâce à Juppé, ou bien il pourrait gagner grâce à la primaire de la gauche. Expliquez-nous. Alors, il pourrait gagner grâce à Sarkozy. Je pense que c'est le scénario qui privilégie, et c'est quand même le plus audacieux. L'idée, c'est que si Nicolas Sarkozy est investi, par exemple, en gagnant la primaire de la droite du centre, et que c'est Montebourg qui gagne la primaire sur Valls, il y a un énorme espace qui s'ouvre au centre, et que Bayrou, comme on l'a trop vu, il n'est pas l'homme de cet espace-là. Et que c'est Macron qui sera l'homme de cet espace-là, et si c'est possible, eh ben, il arrive avec Le Pen au second tour, et à ce moment-là, c'est joué, il est élu. Deuxième scénario, il pourrait gagner grâce à Juppé. Alors, il pourrait gagner grâce à Juppé, c'est un tout petit peu plus complexe, mais c'est pas, du coup, gagner dès 2017. C'est Juppé est élu. Mais si Juppé est élu face à Marine Le Pen, il peut pas refaire le coup de Chirac en 2002, même si j'ai été élu avec plus d'électeurs de gauche que de droite, je fais comme si de rien n'était, il y a que la droite au pouvoir. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. Donc, il faut recomposer. Et à ce moment-là, quel est l'homme pour recomposer? Avec qui? C'est Macron. Et si Macron devient le Premier ministre de Juppé ayant dit qu'il ne ferait qu'un mandat, eh bien, ça le met sur orbite pour 2022. Donc, c'est un scénario pour devenir président en 2022 grâce à Juppé. Troisième scénario, il pourrait gagner grâce à la primaire de la gauche. Alors ça, c'est pas du tout le scénario de Macron, mais c'est le mien en tant que politologue, si vous voulez. C'est-à-dire que supposer que ça marche son pari, c'est-à-dire supposer que dans les sondages, il progresse, il explose, d'ailleurs, il va probablement progresser. Mais que ça soit considérable et durable, pas seulement en popularité, mais en présidentialité, en intention de vote, etc. Supposez qu'En Marche, les adhésions prolifèrent et qu'il y ait plus de membres de En Marche que du Parti Socialiste. Et bien à ce moment-là, il faut qu'il aille à la primaire. Pourquoi il faut qu'il aille à la primaire? Parce que s'il n'y va pas, il se retrouve à la présidentielle avec, par exemple, Valls ou Montebourg, et si c'est Juppé d'un côté et Valls ou Montebourg de l'autre, il n'y a pas de place pour Macron. Il n'y a pas de place pour accéder au second tour s'il y a 2 candidats qui viennent du gouvernement actuel, si vous voulez, pour le dire simplement, ou de la majorité actuelle, bon, de ce qu'il en reste. Alors que s'il va à la primaire, ayant eu toute cette présidentialité nouvelle, il peut y avoir plein de gens qui vont voter à la primaire pour porter Macron comme ils étaient allés pour porter Ségolène Royal en 2006, où quand même Ségolène Royal a tapé Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, excusez du peu, et massivement, et dès le premier tour. Bonne mémoire, Nicolas Poincaré. Et donc, ce scénario-là, dont il ne veut pas, il a dit qu'il n'aimait pas la primaire, en vérité, c'est celui qui lui donnerait le plus de chance. Donc, si je vous entends bien, il y a 2 scénarios qui sont les siens. Il pourrait gagner parce qu'il y aurait de la place si Sarko gagne la primaire. Il pourrait gagner grâce à Juppé en étant son Premier ministre le coup d'après. Mais vous croyez plutôt au 3e scénario, c'est-à-dire s'il allait à la primaire? Je crois que vous me comprenez très bien. Je crois que ces 3 scénarios sont difficiles, ne sont pas du tout ce qu'il y a de plus probable, mais ils sont possibles. Le simple fait qu'ils soient possibles, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on aurait dit, il est possible que dans telle et telle condition, Macron devienne président de la République ou Premier ministre puis président. Le type, on leur dit, celui-là, il est fou, il faut l'enfermer, ça tient pas debout. Et ben, c'est devenu possible, même si c'est des petites possibilités, et ce qui est la moins petite des possibilités, c'est celle à laquelle je crois, comme politologue, pas celle à laquelle Macron ou les macroniens croient, eux. Et pour être bien clair, Olivier Duhamel, quitte à faire de la politique fiction, on aurait pu aussi facilement trouver 10 scénarios de l'échec de Macron. Ah, ça, aucun problème, mais c'est trop facile, ça. Voilà pour la politique fiction, c'est toujours rigolo. On en vient à l'écho maintenant. L'écho. C'est une forme de politique fiction, ce qu'on va faire nous aussi. Hein. Oui, nous aussi. Dans un instant, on va faire on va nous parler du prélèvement de l'impôt à la source, Emmanuel Dutheil. Mais l'écho, je pensais pas à vous. Je pensais voilà. Je veux à prendre mon François tour trop tôt. Clémenceau du Journal du Dimanche qui va nous parler du G20 qui va avoir lieu en Chine. C'est une grande première. Ça commence donc ce week-end. C'est la première fois naturellement que la Chine va héberger, François, ce sommet des 20 plus grandes économies du monde. Et c'est bien le signe que le monde a de plus en plus besoin de la Chine. Oui, je dirais même de plus en plus besoin d'une Chine qui soit à la fois stable et prospère. Quelques chiffres pour se rendre compte de ce défi. Le produit national brut de la Chine a doublé en 5 ans. Elle doit créer au minimum 10 millions d'emplois par an et se préparer à prendre soin en 2030 de 450 millions de retraités. Le tout dans une économie où le secteur tertiaire fournit désormais 50% de ce PNB et dans une société où 1% des Chinois possèdent déjà 30% de la richesse. Alors cette évolution spectaculaire arrange beaucoup de monde car le marché chinois a de plus en plus besoin de
de pays que lui ne peut plus satisfaire tout seul, mais l'accroissement des inégalités, l'extrême pollution, la bulle immobilière, l'endettement, tout cela pose problème, génère de la contestation en interne, et d'autant plus vite que 800 millions de Chinois sont désormais connectés à Internet et aux réseaux sociaux. Et voici donc ce qu'on entend dans la communauté diplomatique mondiale. Le système politique se pétrifie, les voix dissonantes ont peur et sont étouffées, et il n'y a aucune chance d'espérer voir naître à court, moyen ou long terme un état de droit digne de ce nom en Chine. Aucune contestation ne sera d'ailleurs tolérée autour de ce sommet. Ce week-end, à Hangzhou, même les usines seront fermées pour offrir un minimum de ciel bleu aux grands de ce monde. On ferme les usines pour empêcher la pollution. Alors vous le disiez, François, les dissidents ont peur, mais la Chine ne fait pas peur qu'à l'intérieur, elle fait peur aussi à l'étranger. Oui, et c'est d'ailleurs l'une des forces du régime chinois en ce moment, qui tient à la fois de la nécessité et du besoin de créer un rapport de force avec le reste du monde, parce que la Chine a besoin de sécuriser ses sources d'approvisionnement de plus en plus lointaines et son environnement maritime immense. Eh bien, la Chine essaye de se projeter militairement en dehors de ses bases. Cela va de son installation, vous l'avez peut-être vu, à Djibouti pour protéger ses expatriés et ses intérêts en Afrique, au développement des îlots qu'elle a conquis dans les archipels contestés des Spratleys ou des Paracels en mer de Chine du Sud, jusqu'à y construire très récemment des pistes d'atterrissage pour des bombardiers stratégiques. Voilà, ça c'est la Chine qui va à l'étranger, qui fait peur. Est-ce qu'elle donne en contrepartie des gages ? Alors, il faut reconnaître quand même que oui, elle donne des gages de bonne volonté, et c'est important. Rendez-vous compte qu'elle a tout de même acheté de la dette européenne pour participer au sauvetage de la zone euro. C'est ainsi aussi qu'elle est devenue par ailleurs le deuxième fournisseur de casques bleus dans le monde, notamment au Mali, qu'elle veut mettre en œuvre toutes les résolutions de la COP21, on va le voir clairement au cours de ce G20, mais c'est aussi parce qu'elle a bien compris que c'est dans son intérêt. La Chine, je passe un peu du coq à l'âne, mais la Chine négocie secrètement aussi avec le Vatican pour négocier une reconnaissance mutuelle. Elle négocie, je crois, aussi son entrée au Club de Paris qui permet d'aider les pays dans le monde. Ça va être une des questions de ce G20. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'offre à l'international parce que le monde a besoin d'elle, mais aussi parce qu'elle a besoin du monde. Et on le voit aussi avec la Corée du Nord. En fait, on a vraiment l'impression de plus en plus que la Chine ne veut plus se retrouver dans un face-à-face crispant avec les États-Unis. Voilà. Et c'est pour ça donc que le G20, pour la première fois, aura lieu ce week-end. Et la France et l'Europe feraient bien de saisir cette chance de voir une Chine effectivement qui ne veut plus des États-Unis comme seul et unique partenaire. Emmanuel Dutheil, impressionnant. C'est ça, donc moi. Ouais. C'était très intéressant, je vais essayer de faire aussi bien. Alors, vous nous parlez de quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais qui me passionne à titre personnel, c'est le prélèvement de l'impôt à la source. Alors, le patronat n'est pas content, ils disent que ça va être très compliqué pour eux, les patrons, de prélever l'impôt sur nos feuilles de paye. Oui, et puis d'une certaine manière, ils ont raison, mais c'est surtout pas pour cela qu'il faut annuler ou reculer sur cette réforme. Alors déjà, en quoi ça va être complexe pour les entreprises ? C'est simple, jusque-là, l'employeur ne faisait rien pour nos impôts. Maintenant, c'est lui qui va directement prélever les impôts sur notre fiche de paie chaque mois. C'est donc tout simplement une ligne en plus à gérer. Donc rien que ça, c'est du travail en plus, surtout que cette ligne ne va pas être très simple. Tout le monde pourra avoir un taux d'imposition différent. Ce taux pourra évoluer dans l'année en fonction de nos évolutions de vie. Imaginez pour les entreprises qui ont par ailleurs beaucoup de contrats courts, là il faudra appliquer un taux par défaut. Donc très clairement, ça va générer des bugs. Donc même si les logiciels de paie vont les aider, ça va encore augmenter le risque d'erreur sur nos fiches de paie. Alors ça, c'est pour les patrons. Pour les salariés, il y a ceux, et on les a entendus depuis ce matin sur Europe 1, il y a ceux qui s'inquiètent du problème de confidentialité. Imaginez dans un pays comme la France où parler d'argent entre collègues, c'est un véritable tabou. Vous imaginez le traumatisme, Nicolas, maintenant ? Nos patrons vont connaître nos revenus. Ils connaissent déjà nos revenus, c'est eux qui nous payent. Mais pas au-delà de votre salaire. Ils savent pas obligatoirement combien gagne votre femme. Ils savent pas si vous avez des revenus immobiliers. Aujourd'hui, ça va faire partie de votre déclaration de revenus. Alors même si, il faut bien rassurer quand même tout le monde, ils vont pas s'amuser à vérifier les fiches de salaire de tout le monde, mais ce sera quand même assez simple de voir la différence entre le net avant le prélèvement à la source et après le prélèvement à la source pour voir justement peut-être l'étendue du patrimoine ou en déduire d'une certaine manière le salaire du conjoint. C'est pour ça que le gouvernement a quand même tenté de mettre des garde-fous. On pourra choisir au sein du couple que l'un paye beaucoup plus que l'autre des impôts. On pourra aussi ne pas demander la transmission du taux calculé par l'administration fiscale. Et donc là, c'est le fameux taux par défaut qui sera appliqué et qui concernera uniquement le montant que l'on gagne dans l'entreprise.
entreprises. Puis les patrons pourront aussi être condamnés pour discrimination si un salarié n'a pas d'augmentation, justement parce qu'on lui dit non, votre femme ou votre mari gagne trop cher. Donc j'ai bien entendu, je pourrais demander à ce que ma femme paye beaucoup plus d'impôts que moi. C'est ce que Oui, vous venez vous de pourrez dire. tout à fait demander. Eh ben je vais le faire. Est-ce que ça va suffire à rassurer les salariés, les patrons, tout ça? En tout cas, il faut vraiment l'espérer parce que cette réforme, c'est une réforme très moderne. Alors certes, ça va être compliqué, on peut parier qu'il y aura des bugs, mais on est l'un des derniers pays développés au monde à payer nos impôts avec un an de retard. Et tout ça, ça va nous éviter tout le bazar que ça peut générer quand on a par exemple une énorme perte de revenus d'un an sur l'autre. Et puis mine de rien, ce prélèvement à la source et tous les logiciels qui en découlent, ça a été imaginé où? Ici, en France. Ça montre à quel point notre administration fiscale est à la pointe. Alors c'est vrai qu'à Bercy, ils ont une blague qui circule souvent. S'il y a bien quelque chose qu'on sait faire en France, c'est prélever l'impôt. Donc oui, j'ose le dire, il faut soutenir, mais un peu comme vous, Nicolas, le prélèvement à la source. Oui, mais d'autant qu'il y a quand même un avantage dont peut-être on n'a pas assez parlé. On n'a pas assez dit que le gros avantage du prélèvement à la source, ça va être notamment au moment du départ à la retraite. Lorsque les revenus baissent d'un seul coup soudainement, jusqu'à présent, on devait encore payer les impôts plein pot. Les années d'avant, il fallait parfois épargner avant de prendre sa retraite pour pouvoir payer Et maintenant, ça va être quand même beaucoup plus commode. Alors ça, vous avez tout à fait raison, c'est une bonne nouvelle, mais je peux vous prendre l'exemple inverse qui est une moins bonne nouvelle pour notamment les jeunes qui entrent dans la vie active et qui commencent avec un salaire qui permet de payer de l'impôt. Donc on va prendre par exemple un ingénieur ou un cadre dans le marketing, lui il va payer des impôts dès le démarrage. Et s'il avait par exemple un prêt étudiant jusque-là qui se déclenche juste au moment, il a la double peine. Donc c'est bon pour ceux qui partent à la retraite, c'est moins bon pour ceux qui commencent à travailler. Et pour l'État, c'est neutre à peu près. Oui, ça va être à quelques euros près, ça va être totalement neutre. Pour eux, c'est le prélèvement à la source de la façon où le projet de loi a été fait, c'est capital que ce soit neutre. C'est marrant parce que quand vous lisez le projet de loi, ce que j'ai fait, c'est assez simple, il fait 33 pages. C'est beaucoup plus facile de moduler vos impôts à la hausse, donc d'appeler l'administration fiscale pour dire j'ai eu une énorme augmentation, ce serait bien de me moduler à la hausse. En revanche, je peux vous dire que pour moduler à la baisse, vous ne pouvez pas le faire si facilement. Il faut déjà que vous prouviez que vous allez payer 10%, plus de 10% d'impôts en moins que ce qui se passe aujourd'hui ou l'équivalent de 200 € par mois. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, François Clémenceau du Journal du Dimanche et Olivier Duhamel, nos 3 éditorialistes du soir.